je suis persuadé que ça, ce n'est possible que si le client, il ressent pendant l'heure que tu passes avec lui que tu es vraiment là pour lui. Donc on est là justement pour parler de cette thématique Exactement. que tu m'as proposée, qui me parlait énormément, Ouais. la relation client. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la relation client? Donc c'est pour moi hyper important d'avoir un échange de feedback constant avec le client pour savoir si ce que tu lui proposes, il est prêt à le mettre en place. On va créer une structure d'entraînement pertinente qui matche avec tes disponibilités parce que c'est le coach qui doit adapter les entraînements à la vie du client et pas le client qui doit adapter sa vie et tout ce qui tourne autour à la programmation du coach. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Focus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Ken Porchet. Salut Ken, comment tu vas? Salut Ben, ça va bien et toi? Ça va bien, j'ai l'impression d'être dans une émission de radio. On fait semblant de se rencontrer juste maintenant, tu viens de t'asseoir. Exactement. En vrai, ça fait une demi-heure que je suis là et puis qu'on discute, mais ça, c'est la magie du spectacle. Ça doit être ça, la magie Exactement. du spectacle. Yes, c'est bien Ken, je te remercie d'être venu depuis ton Vaud. Ouais, exactement. Ouais, toi, tu vis sur le canton de Vaud. Ouais, je vis sur le canton de Vaud, je vis à Lausanne. Yes. Enfin, je vis à Saint-Barthélemy, un petit village du Gros de Vaud. Et tu te déplaces à Lausanne parce que tu as... Et je me déplace à Lausanne parce que j'ai un studio de coaching à Lausanne que j'ai ouvert avec ma femme. Donc, je suis cofondateur du studio avec ma femme. On a ouvert notre studio de coaching à Lausanne en août de l'année passée, 2020. Pile pendant la pandémie. Pile pendant la pandémie, exactement. Et avant ça, j'étais personal trainer dans la structure Let's Go Fitness. Mhm. Et j'ai voulu ouvrir pour avoir plus de liberté, plus d'indépendance et pouvoir travailler à 100% selon ma vision du coaching. Tu as une vision claire du coaching. J'ai une vision claire du coaching. En quoi est-ce qu'elle diffère de ce que tu as pu voir ailleurs? Alors, je ne vais pas mettre en parallèle ce que j'ai pu voir ou ne pas voir, mais ma vision du coaching, indépendamment de ce que je mets dans mes séances d'entraînement, c'est le fait de remettre le client au centre de la réflexion du coach et vraiment créer une structure bienveillante d'accompagnement pour le client, sans même parler du contenu à proprement parler de la séance qui pour moi au final est assez anecdotique versus l'importance de créer une relation forte avec le client. Donc on est là justement pour parler de cette thématique. Exactement. Que tu m'as proposée, qui me parlait énormément, Ouais. la relation client. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la relation client? Ou la relation coach-client? La relation coach-client, en général, pour la plupart du temps, on va voir nos clients une fois par semaine, pendant 1 heure. Certains de mes clients, je les vois même que pendant une demi-heure par semaine. Après, bien évidemment, tu en as d'autres que tu vois plus souvent. Mais je suis intimement et foncièrement convaincu que l'heure que tu vas passer avec ton client, si la relation que tu crées avec lui, elle est très très forte, ça va l'encourager et le motiver à mettre en place tout ce que tu lui proposes de mettre en place pendant tout le temps qu'il ne va pas passer avec toi. Parce que nous, dans notre travail de coach, on doit programmer l'entraînement de la séance qu'on va faire avec lui. On doit aussi, pour certains clients, programmer ce qu'ils vont faire en dehors des séances qu'ils font avec nous en termes de sport. Et aussi leur donner des conseils sur l'alimentation, sur le lifestyle, faire baisser le niveau de stress général, mettre en place des bonnes habitudes. Et je suis persuadé que ça, ce n'est possible que si le client, il ressent pendant l'heure que tu passes avec lui que tu es vraiment là pour lui, comme un soutien ou comme un guide pour l'accompagner dans la réalisation de son objectif. Et si pendant ta séance, tu lui fais juste faire du sport, mais sans mettre en place toutes ces choses qui sont bienveillantes et constructives, le client, en dehors de la séance qu'il fait avec toi, ça ne va pas le driver pour créer le changement, pour plus. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de
de remettre le client au centre de la réflexion, d'être là pour lui, parce qu'en fait, notre travail, c'est d'être là pour nos clients. Les clients ne sont pas là pour que nous, on se fasse mousser. Et donc, du coup, j'essaie... Ça, c'est important, là. Ouais. Ce que tu viens de dire, ok. On revient dessus après, c'est ça. Les clients, ils ne sont pas là pour que nous, on se fasse mousser. Ils sont vraiment là pour que on soit là pour eux. On fait un métier de service. Et dans service, il y a servir. Et moi, je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de péjoratif. Je vois vraiment ça comme quelque chose de... C'est juste incroyable, en fait, que quelqu'un vienne vers toi avec tous ses problèmes, avec toutes ses attentes, avec toutes ses envies. Et puis, et toutes ces appréhensions aussi pour certains clients, tu vois, qui ont des gros problèmes de santé, des problèmes de handicap, ou même des problèmes dans leur vie de manière générale. Et ils viennent avec tout ça, ils posent le truc sur la table, puis ils disent « Coach, fais un truc avec tout ça. » Mais à ce moment-là, quand ils viennent avec toutes Ouais. ces choses qui sont finalement souvent des obstacles à la pratique du sport ou bien Ouais. qui sont difficiles à gérer pour eux, tu as déjà créé une bonne relation client ou c'est le début de la relation? Au début, la personne, tu la connais pas. Tu sais pas déjà de un si ça va matcher. Parce que, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, la réalisation des objectifs du client, c'est un travail d'équipe. C'est pas moi je suis coach, je te demande de faire et je te demande pas de feedback et toi tu fais comme ça dans le vide. C'est je te propose quelque chose qui doit être efficace, pertinent par rapport à comment toi tu fonctionnes. Et puis surtout, une fois que je l'ai mis en place, te demander si ça passe et si c'est pertinent ou pas. Parce que, admettons, je te donne un exercice à faire. L'exercice te fait mal. Au-delà de oui, ça pique parce que tu es en train de faire du sport. L'exercice te fait mal. Mais je ne sais pas s'il te fait mal si je ne te pose pas la question. Donc c'est pour moi hyper important d'avoir un échange de feedback constant avec le client pour savoir si ce que tu lui proposes, il est prêt à le mettre en place. Et donc, quand je dis remettre le client au centre de la réflexion, c'est... Tu as une cliente, c'est une mère de famille, elle a 2 enfants, elle est célibataire, elle travaille à 80%. La démarche, pas le client au centre de la réflexion, c'est va t'entraîner 4 fois par semaine pendant 1h30. Ouais, mais coach, je peux pas, j'ai des enfants, j'ai un taf. Irréalisable. Irréalisable. Et la version, je remets le client au centre de la réflexion, c'est ok. Tu m'as dit que tu voulais transformer ton physique parce que tu n'es plus en phase avec. Et du coup, moi, je te pose la question, c'est quel est le temps que tu as à disposition dans ta semaine que tu peux allouer à la réalisation de ces objectifs. Et là, tu me dis, en fait, je sais pas, moi, le lundi, j'ai 1 heure, puis sinon, j'ai 3 fois 20 minutes dans la semaine. Ok, on va exploiter ça. On va créer une structure d'entraînement pertinente qui matche avec tes disponibilités parce que c'est le coach qui doit adapter les entraînements à la vie du client et pas le client qui doit adapter sa vie et tout ce qui tourne autour à la programmation du coach. Parce que c'est pas viable. Déjà, quand tu prends... si on prend nous, on est passionné de sport, on aime s'entraîner, mais moi, le sport et mes entraînements, c'est pas autour de ça que gravite tout le reste de ma vie. J'organise pas toute ma vie en fonction de ça. J'organise ma vie par rapport à mes responsabilités. Et tu y inclus tes séances de sport. Et j'y inclus mes séances de sport quand c'est possible. Donc si moi qui suis passionné de sport, je suis déjà dans cette réflexion de me dire comment est-ce que je peux adapter mes entraînements à ma vie. Imagine quelqu'un qui n'est pas passionné de sport, qui n'aime peut-être même pas faire du sport, qui vient chez toi en mode moonwalk à l'envers, à qui tu dirais maintenant en fait qui a déjà fait toute une démarche pour s'y mettre. Exactement. Et là tu lui dis mais en effort. fait tes enfants tu les mets de côté, ton taf tu le mets de côté et puis tu fais ce que je te dis. Ouais. Je suis pas convaincu que ce soit la bonne réflexion à avoir. Mais parce que ça, c'est l'expérience de terrain qui me le montre. Ça peut correspondre à certains clients. Ça peut correspondre à certains clients. Personnellement, pour moi, c'est pas la majorité des clients. Dans la préparation physique spécifique pour des sportifs,
Moi, j'ai une athlète que je suis à distance, ou quand elle est là, ben, je peux la voir en présentiel. Là, c'est différent. Tu vois, j'ai un objectif de compétition, c'est mon taf, je suis sportif professionnel. Bon, bah là, tu vas faire ce que je te dis. Mais parce que tu es venu vers moi, parce que tu cherchais ça. Mais la priorité est différente. Là, sa vie, voilà, c'est son sport. La vie, c'est son sport. Son travail, c'est son sport. Quand c'est pas ta vie, quand c'est pas ton travail, ben, si moi, je veux créer une structure d'entraînement pertinente et une structure de manière générale qui va t'amener à réaliser tes objectifs, c'est à moi d'adapter cette structure-là et pas à toi de t'adapter à ma structure. Et ça, je pense que ça fait une grosse différence dans l'approche que tu as avec la personne. Et du coup, ça met en avant, pour moi, des qualités qui sont fondamentales pour les coachs, c'est-à-dire la capacité d'écoute, la compassion plus que l'empathie, parce qu'au final, l'empathie, c'est une qualité humaine qui est difficile à développer parce qu'elle est directement induite par ton expérience de vie. Tu vois, est-ce que tu as vécu des choses qui te permettent d'avoir l'empathie envers quelqu'un ? Typiquement, si tu as affaire à quelqu'un qui est en situation de handicap, c'est très difficile d'avoir de l'empathie si toi-même, tu t'es jamais retrouvé dans une telle situation. Par contre, la compassion, ta capacité à comprendre l'autre et du coup à l'entendre et à lui proposer quelque chose qui lui convient, ça fait aussi appel à l'adaptabilité du coach et à dire, ok, je fais preuve d'abnégation, je mets mes connaissances et j'aime pas dire ça, mais mon talent, entre guillemets, au service de cette personne-là. Et pas juste, voilà le plan d'entraînement, vas-y, fais-le. Donc pour moi, c'est ça, remettre le client au centre de la réflexion. C'est de comprendre ça. Et c'est pas tout le temps évident de le faire comprendre aux gens. Et déjà, c'est pas tout le temps évident de faire comprendre aux coachs. Tu vois, moi, je suis formateur dans une école. Toi, tu formes des coachs, justement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu abordes avec ces nouvelles recrues ? Alors, en formation, donc moi je travaille pour FitzPro, je suis formateur indépendant pour eux. J'ai la chance de voir beaucoup de nouveaux coachs et d'être là au début de leur formation parce que j'enseigne l'anatomie et la physiologie à ces coachs. Alors, c'est de l'anatomie et de la physiologie appliquée au fitness. Je ne suis pas prof d'anatomie ou de physiologie d'université. Mais le premier truc que tu dois leur faire comprendre, c'est que les gens à qui ils vont avoir affaire et les gens qui vont entraîner, c'est pour la plupart, 85%, 90%, voire 95% des clients, c'est pas des sportifs. C'est des monsieur et madame tout le monde. C'est monsieur et madame tout le monde, et c'est ça le core business du coach. C'est monsieur et madame tout le monde. Et c'est de leur faire comprendre déjà que ils n'ont pas affaire à des sportifs, qu'ils ont affaire à monsieur et madame tout le monde, que ce monsieur et madame tout le monde arrive avec du bagage, arrive avec plein de choses, tu vois, les choses dont j'ai parlé avant, et que eux vont devoir s'adapter à ça. Et en général, tu as deux profils qui se mettent en place. C'est les gens qui n'arrivent pas au début à comprendre que les gens ne sont pas sportifs. Et puis, d'un autre côté, c'est des pratiquants de sport qui sont déjà bien avancés dans leur pratique, qui ne réalisent pas qu'en fait, ce qui est simple pour eux, c'est déjà une montagne pour leurs clients. Ah ouais, mais moi, en fait, je fais des back squats en série 10 à 100 kg. Ouais, bah ton client, en fait, tu vas juste le faire s'asseoir sur une box et au bout de 10 reps, il va avoir bossé dur. Et c'est la réflexion que j'ai eue avec un élève pas plus tard que le week-end passé. Il me dit, ouais, mais c'est tellement simple que j'ai l'impression d'être inutile. Mais c'est faux. Parce que pour la personne, c'est ce qu'il lui faut. Parce que pour la personne, c'est ce qu'il lui faut. Et puis parce que pour la personne, ça va être dur. Ouais. Donc, les coachs ont besoin de réaliser que tout le monde part de là où il se trouve. Tout le monde part de là où il se trouve. Et puis, et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est à nous de nous adapter. Et pas aux clients de s'adapter. Donc, ça montre l'importance de cette qualité qu'est l'adaptabilité du coach vis-à-vis du client pour créer la structure d'entraînement qui est la plus pertinente. Je pense qu'on doit se poser deux questions en tant que coach à chaque fois qu'on programme un entraînement. C'est, est-ce que mon client va être capable de réaliser l'exercice de manière sécuritaire et avec succès, tu vois, pour valoriser le fait qu'il y arrive. Et puis, en deuxième lieu, est-ce que l'exercice ou les modalités de l'entraînement que j'ai choisi correspondent à l'objectif du client. Vont amener la bonne adaptation. Donc, mais ça demande du temps,
Ça demande de la pratique personnelle importante, tu vois, en termes d'entraînement pour avoir une diversité sur les outils que tu vas pouvoir utiliser. Et puis après, ça demande de l'expérience de terrain, mais elle est directement corrélée avec la volonté du coach de vouloir faire ça comme ça. Tu peux avoir toute l'expérience du monde, si tu n'as pas la volonté de travailler comme ça en respectant les capacités de ton client, c'est mort. Voilà. C'est mort. Et donc, c'est un métier hyper subtil, le coaching. Surtout que ce qui est quand même fou dans notre métier, et je réalise ça, plus le temps passe, plus je réalise ça, c'est que tu délègues la mise en œuvre de la solution à ton client. Et ça, c'est quand même un truc qui est assez peu commun. C'est un peu comme si tu allais chez le coiffeur. Et puis il te passait des ciseaux. Il te passe les ciseaux, il te regarde et puis il te fait bon, voilà, tu vas prendre les ciseaux et tu vas faire comme moi. Puis à la fin... C'est quoi la plus-value du coach finalement, si c'est le client qui finit par faire ce que tu produis? C'est sa capacité dans l'accompagnement du client. Tu vois, c'est ce que je te disais avant, c'est à quel point je vais créer une relation qui va être assez forte pour que ça drive le client en dehors des heures qu'il ne va pas passer avec toi. Parce que si tu regardes 1 heure sur une semaine, c'est rien. C'est une goutte d'eau. Tu l'as dit au début justement, cette relation, elle peut se créer pendant cette heure avec laquelle tu es avec ton client, mais il faut qu'elle perdure en fonction des objectifs de ton client bien sûr, pendant toutes ces heures où tu ne te trouves pas avec ton client. Exactement. Donc c'est vraiment ça, c'est que vu que tu vas déléguer la mise en œuvre de la solution, il faut déjà qu'elle soit bien déléguée et bien expliquée. Bien mise en œuvre déjà, par toi. Exactement. Et puis après, c'est créer une relation constructive, bienveillante, qui va faire que quand le client va être dans le dur et dans le creux de la vague, parce que la progression n'est jamais linéaire, elle est variable, il faut qu'elle tende vers le haut, mais on sait qu'il y a la vie qui met des claques de temps en temps. Et quand tu es dans le creux de la vague, si tu as mis en place, quand ton client est dans le creux de la vague, si tu as mis en place une relation bienveillante, le client va penser au coach et va dire mon coach il m'a dit ça, mon coach il a valorisé ci, mon coach il a dit que ça c'était un succès, et du coup j'y vais. Et ça passe par beaucoup de développement personnel. Pour la personne, pour la personne, et puis pour le coach aussi, parce que si tu veux faire du bien autour de toi, il faut déjà que toi tu sois quelqu'un de bien, forcément, et de bienveillant. Tu as envie de donner, il faut que tu aies peut-être fait péter certains blocages psychologiques que tu peux avoir, toi en tant que personne, pour les faire péter chez les autres. Je pense à la notion, tu vois, de l'échec, où on a grandi dans une société où l'échec est quelque chose qui n'est pas du tout valorisé, alors qu'au final, il n'y a que celui qui n'entreprend pas ou qui n'essaie pas, qui n'échoue jamais. Et à un moment donné, si tu t'es planté, c'est la preuve que tu as essayé. Ça ne remet pas en cause qui tu es, ça remet en cause les modalités avec lesquelles tu as fait les choses. Et moi, c'est ce que j'essaie de dire à mes clients. C'est ok, là tu as craqué, tu as remangé ci, ou là tu n'as pas fait ta séance. Ok, mais c'est pas grave. Remets pas tout en cause. Aujourd'hui tu l'as pas fait, demain tu le feras. Et puis on avance comme ça. Mais c'est aussi un bon feedback de savoir quand le client a un échec. S'il en a un, comme tu dis, c'est pas grave. S'il en a 10 d'affilée et que 10 journées se passent mal, eh bien heureusement qu'il arrive à te l'amener si tu as créé une bonne relation, car tu peux estimer que ce qui a été mis en place ne lui correspond pas. Exactement. Donc, d'où la demande en fait de feedback. Est-ce que ce que je t'ai donné ou ce que je t'ai demandé de faire, tu as réussi à le faire? Si oui, tant mieux. Sinon, comment on peut mettre en place des nouvelles modalités qui vont t'amener vers le succès? Ça passe par le fait de morceler un gros objectif en petits objectifs. Ça passe par mettre en place des petits changements qui vont créer des grands changements. Et puis, ok, on va y aller petit à petit. Et puis on va pas s'affoler, quoi. On y va progressivement. Mais pour qu'un client arrive à t'avouer d'une certaine manière qu'il n'arrive pas, qu'il a des petits soucis, qu'il y a des habitudes qu'il rattrape, cette relation coach-client est absolument nécessaire. Sans ça,
Sans ça, je pense pas que ce soit possible. Tu peux pas monter dans le lifestyle, l'entraînement, la nutrition, etc. de manière posée et calme si tu n'as pas créé cette base solide où tout peut être dit. Finalement, où il n'y a pas de honte, le client peut t'amener tout ce qu'il vit. Bien sûr, avec les limites que lui, il se fixe, tout à fait. Mais plus tu le mets à l'aise, plus tu crées cette relation, plus il est capable de t'amener ça et toi de recevoir ces informations-là qui peuvent être parfaitement intimes. Exact. Je pense que ça, c'est possible si le coach fait aussi preuve d'une certaine vulnérabilité. Tu vois, parce que souvent, nos clients ont tendance à nous idéaliser. Ça veut dire sur un piédestal, penser qu'on est parfait. Mon coach, il fait toujours tout bien. Mon coach, il s'entraîne. Mon coach, il a un bon shape. C'est là la question que j'avais pour toi, Ken. Mon coach ci, mon coach ça, ouais. Es-tu un être humain? Je suis un être humain avec des gros défauts. Je pense aussi avec des grandes qualités parce que je vois que ma relation avec mes clients perdure. Donc j'imagine que s'ils restent, c'est pas pour rien. En tout cas, j'espère, parce que sinon ça veut dire que mes clients sont bizarres. Mais non. Et moi, je le dis à mes clients. Souvent, moi, j'offre toujours ma première séance. La première séance que le client fait avec moi, je l'offre toujours. Elle n'est pas gratuite, je l'offre. Parce que pour moi, c'est une grosse différence dans la manière dont tu le dis. Ouais. Tu vois, c'est pas un goodies que je te file à la fin de la séance qui est c'est gratuit. Une séance sérieuse. C'est une séance sérieuse, c'est une séance qui est offerte. Je prends de mon temps. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pour la raison que j'ai évoquée avant, le coaching, c'est un travail d'équipe. C'est un travail de coach et de client. C'est pas juste un travail de coach. Je dis toujours aux clients, la première fois, je dis aussi voir si on s'entend bien. Tu vois, autant pour le client que pour moi. C'est-à-dire que quand je vais rencontrer la personne, si elle peut pas me cadrer pour des raisons qui lui sont propres, on est des êtres humains, il y a des gens avec qui on a des atomes crochus, il y en a avec qui on les a pas. Ça sert à rien qu'on travaille ensemble. Ou bien toi, tu peux te rendre compte que tu n'es pas la bonne personne pour accompagner cette personne. Ou bien moi, je peux me rendre compte que je suis pas la bonne personne, ou ça peut arriver que je puisse pas cadrer le client pour des raisons qui sont explicables ou pas. Tu vois, une question de feeling. C'est pas arrivé jusqu'à maintenant, mais je me rappelle avoir eu en 5 ans, c'est pas arrivé beaucoup, c'est arrivé 1 ou 2 fois, où en fait, tu as fait une première séance, ça s'est bien passé, tu sens qu'il n'y a pas encore un monstre feeling, mais c'est aussi possible qu'avec certaines personnes, au début, il n'y ait pas un monstre feeling et qu'avec le temps, bien sûr, la relation s'améliore. Mm-hmm. Puis première séance, deuxième séance, troisième séance, tu vois que le feeling il est pas là, tu poses une question ouverte, la personne te répond par oui ou par non, tu te dis mais comment c'est possible de répondre par oui ou par non à une question ouverte et au bout d'un moment, t'as fait, là c'était en l'occurrence, la personne avait pris 3 séances, puis à la fin de la 3e séance, elle m'a dit je te recontacte, j'ai dit ok, je savais très bien qu'elle allait jamais me recontacter. Et au final, moi, ça m'allait bien aussi. Parce que, quand il n'y a pas le feeling, il n'y a pas le feeling. Et puis... et c'est OK. Et c'est OK. Et quand ton temps de pause de 30 secondes entre tes exercices, tu as l'impression que ça a ouvert un trou de verre dans l'univers où le temps s'est arrêté. Quelle gênance. Ah ouais, c'est super gênant, quoi. Donc voilà. En même temps, on n'est pas là pour faire la conversation entre les exercices. On n'est pas là pour faire la conversation entre les exercices. Mais c'est entre les exercices, pendant ces petits temps de pause, que la relation avec le client elle se crée. Ouais. Et c'est là que tu vois si la personne, si on match ou si on match pas. C'est pendant ces petits temps de pause qui peuvent être plus ou moins longs selon la qualité physique que tu essaies de développer chez la personne. Et c'est là que ça se crée en fait. Et c'est vrai que y a des fois où ça marche pas. Et puis c'est ok quoi. C'est un travail d'humain. Je suis pas une machine. T'en es pas une. On va de l'avant. Et donc, pendant cette première séance, il y a déjà est-ce qu'on s'apprécie mutuellement. Et quand je vois que les personnes ont de la peine à s'ouvrir, de la peine à parler, que j'ai posé 1 ou 2 questions et que je vois que le langage non verbal, le langage corporel de la personne dit tout sauf qu'elle est à l'aise, je repose un peu et puis là, je parle de moi. Je parle de mon parcours, je parle de ma vie, je parle de ce que j'ai vécu, tu vois, en termes d'expérience. Et si je sens que la personne
en a besoin, et je vais plus ou moins lui dire des choses sur moi qui vont montrer certaines de mes faiblesses, tu vois, le côté vulnérable, et la personne va se détendre, et la personne va réaliser qu'en face d'elle, elle a un être humain et pas une machine, et donc du coup, ça va la déstresser, et puis... j'ai affaire à un être humain. Ok, je vais m'ouvrir et je vais t'expliquer mes faiblesses aussi. Donc, je pense que c'est important de montrer sa vulnérabilité et c'est ok, c'est pas du tout grave en fait. On est des êtres humains, on a nos forces, on a nos faiblesses et ça montre ton côté authentique. Et je pense que pour créer cette relation-là, la personne en face de toi, elle a besoin de voir que toi, t'es authentique et que t'es entier. Et entier, c'est avec les qualités et avec les défauts, avec les forces et avec les faiblesses. Et pas juste, moi je suis coach. Eh bien, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec un coach un jour qui m'a dit qu'il s'entraînait en fait pour rester au top, pour avoir l'impression d'être crédible en tant que coach. Qu'il avait du mal à ce que ses clients ou athlètes le dépassent finalement. Et ça me fait me poser la question, mais quel coach tu peux être lorsque tu as peur que tes clients fassent de meilleurs résultats que toi? Et là, je me suis dit qu'il y avait un sérieux problème. Que certains coachs pensaient que pour être légitime, il fallait forcément être excellent dans ce que tu fais en tant qu'athlète. Ouais. Et c'est là où il y a une sacrée différence entre l'athlète et le coach. Finalement, le coach peut être un athlète, mais lorsqu'il met sa casquette de coach, il est coach. C'est un coach. Et le coach, qu'est-ce qu'il veut? C'est élever son client à son plus haut potentiel. Ensemble, dans une relation où les deux décident d'un commun accord de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont mettre en place, de quels sont les objectifs. Et il est nécessaire que le coach soit coach. Par rapport à ce que tu dis, je pense déjà, ce qui est important, c'est que le coach redescende un peu dans l'estime qu'il a de lui-même, dans le sens où... Ou bien monte. Tu vois, parce que le problème là, c'était plus que ce coach avait tellement peur de ne pas être légitime aux yeux de ses clients qu'il devait les surpasser. Mais tu vois, déjà, quand le coach dit « j'ai envie d'être un athlète », enfin, il faut... Je suis désolé de le dire comme ça, mais il ne faut pas trop se masturber non plus sur cette idée-là. Où pour moi, tu es un athlète quand tu vis de ton sport ou en tout cas quand tu compétitionnes à très haut niveau. Je veux dire, moi, je suis pas un athlète. Je suis un sportif. Je suis quelqu'un qui s'entraîne. Mais je veux dire, j'ai rien d'un athlète. Même quand je boxais, tu vois, 2018-2019, je boxais beaucoup pour préparer une compétition parce que j'avais envie d'assouvir ce souhait-là. Je me suis jamais considéré comme un athlète. Et pourtant, je m'entraînais 15 heures par semaine dans l'optique d'une compétition de boxe. Et je reste un mec qui fait joujou. Donc pour toi, c'est la priorité que tu mets par rapport au sport, par rapport à d'autres aspects de la vie. Par exemple, ton travail était quand même prioritaire par rapport au sport. Oui, parce que tu vois, maintenant, je suis marié, j'ai une petite fille qui a 1 mois et demi. La priorité, c'est prendre soin de ma famille. Le sport fait partie intégrante de mon ADN et ça n'a pas tout le temps été le cas. Mais le sport fait partie intégrante de ma vie. J'ai besoin de faire du sport parce que ça me fait du bien et puis parce que je suis en bon shape. Et puis voilà, mais si tu veux, moi, mon sport, c'est la raison numéro 1, c'est de bien vieillir. Donc, il y a quand même un aspect de santé avant tout. Il y a, quand je me regarde dans la glace, je me dis, ah bah ouais, t'es pas trop mal. Puis quand je passe en caleçon à côté de ma femme, elle est là, hey, salut. Mais je veux dire, au-delà de ça, et puis après, il y a une recherche de performance. Mais je trouve que souvent, les gens disent, ouais, tu vois, je suis un athlète. Non, un athlète, c'est comme l'athlète en Brazilian Jiu-Jitsu que je coach, c'est quelqu'un dont le sport est le travail. Ouais, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Que tu fasses, tu vois, 2-3 compétitions, par exemple, 2-3 compètes de crossfit de temps en temps, que tu fasses ci, que tu fasses ça, c'est ok. Mais est-ce que ça fait vraiment de toi un athlète? Je sais pas. Par rapport à ce que tu disais avant, le besoin d'être au top pour être toujours plus fort que ses clients, pour moi, ça veut inconsciemment dire que la seule plus-value que tu peux apporter en tant que coach,
c'est le fait que tu saches t'entraîner. Mais à ce moment-là, tu vas où? Tu vois, et moi, je trouve ça dommage. Demain, il pourrait m'arriver quelque chose qui ferait que, je sais pas, je me retrouvais dans une situation de handicap X ou Y, je pourrais quand même continuer à coacher. C'est pas tellement ma capacité à m'entraîner qui est intéressante, c'est ma capacité à faire bouger les autres. À entraîner À entraîner les autres. Donc ça, je pense que ça demande de la part du coach et c'est un autre travail que d'être athlète. Voilà, t'es coach, t'es pas athlète. Moi, je reprends souvent l'exemple, tu regardes un reportage sur Usain Bolt, tu vois son coach, le mec, il est au bord du tartan, il est en Marcel, il a une bonne brioche au niveau du bide, et puis, ben voilà. Et Usain, il entraîne le plus grand sprinter de tous les temps. Run faster. Ok, bon bah voilà. Donc, tu peux être un très bon athlète et être un très bon coach. Tu peux être un mauvais athlète et être un très bon coach. Mais c'est pas parce que tu es bon athlète que ça veut foncièrement dire que tu seras un bon coach. Après, il y a certaines, tu vois, quand on parle de préparation physique spécifique, c'est clair qu'il faut avoir une idée du sport pour pouvoir coacher de manière spécifique quelqu'un. Quoique, on peut revenir là-dessus et puis dire, bah, si tu as énormément de connaissances en biomécanique, en physiologie, en anatomie, bah, tu arrives à déceler ce qu'il faut réaliser. Et puis après, l'expérience fait que si tu arrives à analyser le sport, tu peux faire de la préparation physique spécifique pour ça. Ou général, ou se stopper à la générale. Tu vois, par exemple, en off-season, juste pour faire du travail de fond, des choses comme ça. Mais non, il faut vraiment pas voir... Enfin, je trouve triste, tu vois, de dire, ah bah en fait, j'ai besoin d'être physiquement au top pour pouvoir aider mes clients. Moi, j'ai des clients qui sont plus forts que moi sur certains trucs. Puis c'est ok. Et pourtant, ils viennent quand même vers moi. Puis ils viennent aussi chez toi pour ça, pour être meilleur. Donc si c'est pour être meilleur que non, toi, moi, tant mieux. Je pense que tu n'as vraiment pas besoin d'être un athlète hors pair pour être un bon coach. Exact. Et si tu as ce sentiment qu'il faut vraiment tout le temps être au top, bah, tu as un travail à faire t'as un travail de fond à faire sur ta personne. Tu vois, en termes de développement personnel, j'en parlais avant, tu as un travail de fond à faire sur ta personne. Et fais-le parce que sinon tu vas te manger un mur. Et ça, par contre, et ça c'est un fait, il faut quand même être cohérent sur ce que tu dis, sur ce que tu dis et sur ce que tu fais. C'est-à-dire que je pense pas que tu peux être un coach qui accompagne, tu vois, quand on parlait de monsieur et madame tout le monde, la première raison qui va faire qu'un client va te choisir, c'est ce que tu dégages. Si le client cherche à être en meilleure santé, cherche à avoir une meilleure estime de soi, cherche à s'améliorer de manière générale, et il tombe sur quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui est en surpoids, qui n'a pas du tout confiance en lui, bah non, ça va être compliqué, ça c'est sûr. Donc on est obligé d'être le reflet de ce qu'on fait. Mais ça ne veut pas dire faire, tu vois, 170 au back squat, 200 au soulevé de terre, et puis, je sais pas moi, 120 au bench. Je dis ça après, ça m'arrange parce que c'est des perfs que je fais pas. mais voilà, et puis après, ben, pour rassurer, tu vois, les futurs coachs qui vont nous écouter, ils vont de toute façon être physiquement en général plus performants que la plupart de leurs clients, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Et parfois, ça peut être un atout et parfois pas du tout, c'est-à-dire que certains athlètes passent par un sport dans lequel ils ont pas mal de facilité et puis ils n'ont pas à franchir certaines étapes que doit franchir un débutant ou un client qui vient de commencer. Moi, je l'ai vécu où sur certains aspects, toutes les qualités du sport que je voulais faire m'étaient quasi données comme ça. Et puis, il y a un certain moment où j'ai dû faire une sorte de reverse engineering de ce qu'un débutant peut faire et de se dire, ok, comment est-ce que je ferais si j'avais pas mes capacités et que j'en étais là. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là parce qu'en fait, je suis parti de zéro. Donc, si tu veux, je suis parti de zéro. Ado, j'étais en surpoids. Jusqu'à il y a quelques années en arrière, j'avais des troubles du comportement alimentaire, des crises de boulimie et des crises d'hyperphagie. Les gens voient bien ce que c'est la boulimie, voient moins ce que c'est l'hyperphagie. C'est quand tu vas manger
une grande quantité de nourriture diverse et variée en un laps de temps très très court et seul pour que personne te voit parce que tu as honte de faire ce que tu fais. Et c'est des trucs avec lesquels je dois toujours dealer aujourd'hui. Sous stress, j'ai ces comportements-là qui se remettent en place et je dois aller avec pour pas retomber dedans. Là, je me gère très très bien depuis quelques années, notamment parce que je suis bien dans ma peau, bien dans ma tête, bien dans ma situation. Pour le coup, ma femme y est pour beaucoup là-dedans parce que forcément, quand tu es bien accompagné dans ta vie privée, ça t'aide à être quelqu'un de plus serein. Mais voilà, le sport, j'ai dû l'apprendre depuis zéro. J'ai pas de prédisposition. Pour moi, tout est... Je ne vais pas dire tout est compliqué, mais pour acquérir de nouvelles connaissances ou des nouveaux skills, c'est en général un travail qui est laborieux. Donc, j'ai pas de problème à me remettre dans la peau du débutant parce que je me souviens très bien comment c'était quand moi j'ai commencé. Et ça, c'est peut-être du coup une force que j'ai versus d'autres personnes, c'est de savoir ça. Ouais. Versus, tu vois, certains coachs, comme tu le dis, où ils doivent déconstruire pour se remettre à la place du débutant ou imaginer ce que c'est d'être un débutant. Ouais. Pour moi, ça a été le cas. Voilà. Ça a été de se dire, mais ce que moi je peux faire, c'est pas du tout ce que mon client peut faire. Et puis, j'ai dû faire un gros travail comme tu dis, de compassion et me dire, mais c'est normal en fait. C'est ok. Il est exactement là où il doit être, si tu veux, pas où il veut, bien sûr, mais où il doit être. C'est ok d'être là. Et puis, comment je vais faire pour l'aider? Comment réellement je peux instaurer un changement dans son physique, dans sa vie, dans ses habitudes, etc. Donc je pars d'un endroit différent de toi. Mais pour arriver au même point. Et c'est là l'importance de ce que je disais avant, remettre le client au centre de ta réflexion. Tu vois, toi tu fais l'effort. On est là pour servir le client. Voilà, toi tu fais l'effort dans le sens inverse. Ok. Moi, ça me demande pas d'effort parce que je l'ai conscientisé parce que je l'ai en moi, parce que ça vient de mon vécu. J'ai peut-être que moi, mon autre défaut, ce serait de temps en temps de dire ok, là faut que j'appuie un peu. Peut-être que pour le coup, moi, mon défaut, ce serait d'être des fois trop compatissant et de dire ok, je vais pas te pousser plus loin. Et ça, c'est vrai que des fois, ça m'arrive. Et les clients me le disent en général, à la fin de la séance, ok Ken, la prochaine fois, vas-y, appuie. Ouais. Et ok, on appuiera la prochaine fois. Et tu vois, en général, c'est ça à la fin de la première séance qui est offerte. C'est moi, j'y vais toujours avec des pincettes. Et puis, voilà. L'idée, c'est de prendre un feedback et puis regarder ce que la personne peut encaisser. La personne, elle me dit, la prochaine fois, on peut monter d'un niveau. Ok, la prochaine fois, on peut monter d'un niveau et je sais faire. Ça, c'est marrant parce que c'est souvent ce que me disent mes clients. Ouais, on peut y aller cette fois-ci. On peut donner plus. Et finalement, ils arrivent à la prochaine séance. Ah, je suis fatigué. Mais aujourd'hui, il faut que tu me mettes une cartouche. Et là, je trouve que c'est important aussi cette relation que tu crées avec ton client. C'est que tu peux lui expliquer que ce dont il a besoin n'est pas forcément ce qu'il pense être du sport de qualité. Ouais. Ou un client demande d'être bousculé. En fait, il a besoin d'être déstressé. Ouais. Il a besoin de faire du travail de basse intensité ou bien de relaxation, de stretching pour pouvoir avancer vraiment vers son objectif. Tu vois, moi, je pense que le plus, c'est pas toujours l'ami du bien. Ça veut dire que toujours plus d'intensité, toujours plus d'intensité, c'est pas toujours l'ami du bien. Comme tu le dis très justement, il y a des gens qui pensent avoir besoin de ça et qui en ont pas besoin. Ça me fait penser à une cliente que j'avais il y a 2-3 ans en arrière où elle arrivait à la séance, elle était hyper stressée, monstre tendue. Ken, mets-moi la cartouche. Ouais, mais tu sais, on devrait plutôt essayer de faire cool down, nanana. Et puis à un moment donné, ah non, je veux pas. Ok, alors t'es venu vers moi parce que tu avais besoin d'une solution. Moi, c'est mon travail de fournir la solution qui est pertinente par rapport à toi, même si tu n'en as pas conscience que c'est cette solution qu'il te faut. J'ai des valeurs, c'est mon travail, même si je dois m'adapter à toi,
Si c'est contre ce que je pense être pertinent pour toi, je vais pas le faire. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute. Ça fait partie aussi de la relation. Ça fait partie de la relation honnête, tu sais où tu sincère. dois aller, tu sais où tu dois aller, tu sais où tu dois pas aller. Et je lui ai dit, écoute, moi je ne le ferai plus. Donc 2 possibilités s'offrent à toi. La possibilité numéro 1, c'est tu m'écoutes et on va dans ce sens-là. Ou la possibilité numéro 2, et c'est ok, on arrête. Et tu vas trouver un autre coach qui ira dans ton sens. Mais moi, ce ne sera pas le cas. C'est là que je trouve important de pouvoir dire la vérité à son client, parce que comme tu viens de le dire, on est au service du bien-être du client ou de l'atteinte de ses objectifs. Et finalement, c'est pas notre objectif de faire une séance et d'être payé pour ça. C'est pas notre objectif, c'est le bien-être du client. C'est le bien-être du client, et ce que je trouve complètement fou, et ça c'est un truc que je dois aussi expliquer, tu vois, en formation aux élèves, et pas tellement aux clients qui sont avec moi depuis longtemps, parce que forcément ils me connaissent, puis au final tu finis aussi par attirer les gens qui te ressemblent en tant que coach. Mais je te donne un exemple. Un coach donne un exercice à un client. Le client a mal au genou quand il fait l'exercice. Le coach pose pas de questions, de feedback. Quel est le processus psychologique à travers lequel le client va passer? Donc le client dit au coach qu'il a mal au genou. Non, le client ne lui dit pas. Et il ne lui dit pas pourquoi. Parce qu'en fait, le client, quand il vient vers le coach, il remet la responsabilité du déroulement de la séance et de la pertinence des exercices au coach, vu que c'est son travail. Ouais. Quand le client il a mal à un endroit et que le coach lui demande pas comment ça va, le client il passe par quoi comme processus psychologique? Il se dit, attends, moi, le coach m'a demandé de faire cet exercice, c'est le coach qui est la référence, qui a le savoir, entre guillemets. Moi j'ai mal, le problème vient pas de l'exercice, le problème vient de moi. Mais non, le problème vient de la pertinence du choix de l'exercice du coach. Mais le problème, c'est que si le coach ne demande pas au client, il ne sait pas. Tu vois, donc c'est là donc où... Donc là, on est dans la situation où le coach ne demande jamais au client... ne demande jamais de feedback. Le client ne va pas penser que le coach a tort. Le client va penser que c'est lui qui a un problème. Parce que le coach a choisi l'exercice, donc ça doit sûrement être un bon exercice. Mais là, on est dans une situation où le client n'arrive pas à exprimer ce qui lui arrive dans la séance au coach. Il n'arrive pas à l'exprimer peut-être parce qu'il a peur de faire face à l'autorité, parce que dans la séance, l'autorité, c'est le coach. Ou peut-être parce que le coach n'est pas... très réceptif. N'est pas réceptif ou ne donne pas l'impression de pouvoir entendre ce que le client a à dire. Et ça, c'est un truc que je dois expliquer, parce que les élèves en formation ne comprennent pas que il y ait des clients qui fassent n'importe quoi en séance d'entraînement quand ils sont avec un coach. Tu vois, des exécutions d'exercices dégueulasses, des exercices mal choisis où le client est en PLS, des choses comme ça. Mais ils ne le font pas exprès, ces clients. Non, ils ne le font pas exprès. Et moi, j'explique aux élèves que j'ai en formation, par l'intermédiaire de l'école, je leur explique, mais c'est normal qu'ils disent rien, parce qu'ils pensent que le coach est l'autorité, et que le coach, s'il a choisi cet exercice, c'est parce que c'est le bon exercice, et que du coup le problème vient pas de l'exercice, le problème vient du client. Et ça, ça le fait pas. Et combien tu vois de séances d'entraînement, et tu les vois sur les réseaux sociaux, ou tu les vois quand tu vas, suivant où tu vas, à l'extérieur. Voilà, on a vu l'année passée beaucoup de séances d'entraînement qui se font à l'extérieur, beaucoup de choses comme ça, et tu vois que les clients font n'importe quoi, et le coach qui est là, ouais, c'est bien, ouais, c'est ci, ouais, c'est ça. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un de mes collègues qui m'envoie une vidéo d'un coach. Accroche-toi bien, toi ça va te faire péter un câble te connaissant. La cliente, elle est en train de faire des abdos. Tu vois, elle est au sol en train de faire des crunchs. Et à un moment donné, le coach arrive en dessus d'elle et dit allez, pour renforcer. Et il commence à lui mettre des coups de poing sur le bide. Et après, il lui marche dessus. Donc ça veut dire qu'il lui passe dessus en foutant un pied sur sa sangle abdominale. Et après, il continue à lui taper sur le bide avec les mains. Mais de où tu fais ça à un ou une de tes clientes? Et moi, c'est un truc que vraiment, ça me dépasse. Qu'est-ce qui fait, tu vois la psychologie de la cliente, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la cliente a décidé d'accepter ça? Parce que dans sa tête, le coach, c'est la référence. Et donc, si le coach fait ça, c'est qu'il a raison de le faire.
Et c'est pour ça que j'étais hyper content de venir aujourd'hui pour remettre au clair que l'important, c'est que le client soit au centre de la réflexion et pas juste viens, je vais te taper dans le bide. Moi, j'ai fait du MMA pendant 4 ans. Ah ouais, à l'entraînement, en MMA, tu te mets en gainage et l'autre il vient, il te monte ton ground and pound et puis il t'éclate la ceinture abdominale. Mais c'est parce que c'est inhérent au sport. Parce que si tu te trouves dans cette situation, il faut être prêt. De où tu fais ça à une dame en surpoids? Enfin, moi, ça me dépasse. Tu vois, c'est un truc... Moi, j'avais vécu ça quand j'étais ado et que j'étais en surpoids, où je me suis retrouvé face à une coach de fitness qui m'a dit, bon, bah voilà, mets-toi à torse nu. Alors déjà, j'étais hyper mal à l'aise. Parce que, bah voilà, tu vois, je suis un ado, j'ai du gras sur le bide et tout. Puis elle est venue, puis elle m'a pincé le bourrelet avec la pince de pli cutané. Pour prendre des mesures qu'elle n'a jamais revérifiées par la suite. C'était quoi l'intérêt de faire ça? À part me mettre hyper mal à l'aise. Donc là, ce que tu aurais eu besoin, c'est qu'elle t'explique pourquoi. Bah voilà, tu vois. Qu'elle faisait ça, dans quel objectif. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, est-ce que tu es d'accord? Peut-être pas le faire tout de suite. Attendre déjà de voir si, tu vois, si la relation elle se passe bien. Donc non, c'est... moi, j'aime bien dire toujours cette phrase-là en formation. C'est le client, quand il vient vers le coach, il donne au coach des grands pouvoirs. Ça, c'est une phrase qui vient de Spider-Man du premier, de l'oncle de Spider-Man. T'as des références. Ouais, moi j'ai des références de ouf. Moi j'ai des références de ouf. Il dit à son neveu, il dit de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et moi vraiment c'est mon leitmotiv. C'est les gens viennent vers moi en me confiant de grandes responsabilités, en me confiant de grands pouvoirs, pardon. C'est mon rôle de prendre conscience que je suis responsable par rapport à eux. Responsable de leur donner la meilleure solution possible pour eux. Et puis, responsable d'être présent pour eux. Et de créer cette relation bienveillante avec eux. Que ce soit avec les élèves qui viennent par l'intermédiaire de FitzPro. Que ce soit avec les clients que j'ai en coaching sportif. Ou que ce soit... les coachs que j'accompagne dans le développement de leur business, ils viennent vers moi, ok Ken, j'ai besoin de toi, vas-y, je te donne le pouvoir de m'aider, ok, ça, pour moi, ça veut dire que je suis responsable de ça. Donc, tu as l'occasion de leur parler aussi de cette relation client par rapport à leur business. Ouais. Dans ce que tu fais maintenant, tu aides des coachs à développer, monter leur business de coaching. Ouais, j'ai créé Fundamentals, c'est une nouvelle activité professionnelle que j'ai. Donc j'en ai 3, hein. J'ai le coaching sportif pour l'instant, c'est mon core business. Avec le studio dont je suis copropriétaire avec ma femme. J'ai l'activité de formateur. Et puis maintenant j'ai cette activité de... alors j'ai un peu encore de la peine à le dire parce que c'est... faut que je l'assume pleinement, mais de mindset et business développeur. Où je veux accompagner monsieur et madame tout le monde dans leur développement personnel. Parce que je réalise qu'en fait, à travers les séances de coaching sportif, ce qui me fait kiffer, c'est de rentrer dans le cerveau des gens et de tirer, d'appuyer sur les bons boutons pour les aider à progresser. Ou en tout cas, de leur montrer comment faire. Heureusement que tu viens de dire que tu voulais les aider. Hein. Voilà. Après avoir rentré leur cerveau. De manière bienveillante, tu vois. Et puis, d'accompagner les coachs dans le développement de leur business. Parce qu'au final, je ne sais pas si c'est inhérent au métier de personal trainer, mais... les gens pensent juste, en fait, je suis coach, donc en fait, je vais coacher et puis je vais gagner de l'argent comme ça. Ouais. Alors que tu as toute la partie entrepreneuriale qui rentre en considération et qui induit énormément de travail à faire sur ça. Et moi, j'ai synthétisé 8 années d'expérience dans le monde du fitness, 5 ans en tant que personal trainer indépendant, 4 ans en tant que formateur. Et ça fait depuis que j'ai l'âge de 15 ans que je fais des métiers de service et des métiers qui ont directement attrait à la vente de quelque chose. Et puis, cette réflexion, elle est née en début d'année, de dire comment est-ce que je peux valoriser ça, comment est-ce que je peux en faire une activité professionnelle. Ça a mis du temps pour... On t'a eu des demandes aussi, des gens qui sont venus te demander... J'ai eu des demandes, 2-3 personnes qui me demandaient des conseils, Ken, comment faire ci, Ken, comment faire ça. Puis à un bout d'un moment, j'ai dit, s'il y a des gens qui me posent la question, c'est très certainement qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Comment est-ce que je peux en faire un business, comment est-ce que je peux le monétiser? Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer Fundamentals.
c'est pour accompagner les coachs dans le développement de leur business. Maintenant, je travaille dans le vivier que je connais bien, c'est le domaine du sport. À moyen long terme, j'ai envie d'offrir mes services à tous les entrepreneurs parce qu'au final, tu te rends compte que l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine dans lequel tu as ton activité, il y a des fondamentaux pour le coup qui sont communs à tout le monde. D'où Fundamentals. Ouais. Yes. Le jeu de mots de fou. mais voilà, et ça, c'est vrai que c'est un truc avec lequel tu dois taffer quand tu es personal trainer parce que c'est pas parce que tu as un t-shirt avec écrit coach dessus ou que ça fait de toi un coach de formation qu'il y a un quart de personnes en surpoids qui t'attendent pour que tu les entraînes. Et tu vas devoir aller chercher des clients, tu vas devoir vendre tes services, tu vas devoir parler de tes prix, tu vas devoir parler de ce que tu fais. Et à un moment donné, et ça c'est vrai que, est-ce que c'est dû au fait que notre profession elle n'est pas reconnue par la Confédération et que tout un chacun peut devenir coach? Aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux où tu as des fake coachs de partout. Mais c'est un vrai job. C'est un vrai job avec ses côtés cool, avec ses côtés moins cool, mais avec toute cette partie un peu qui se voit pas de développement de ton activité professionnelle. Et ça, dans un monde où il y en a énormément, il y a énormément de gens qui proposent un service qui est plus ou moins similaire, comment est-ce que tu te démarques là-dedans? Tu vois, c'est quoi ta différence? C'est quoi ta différence au-delà du fait que tu vas soutenir les gens dans la réalisation de leurs objectifs? Et c'est vrai que moi, je me suis planté 2-3 fois. Tu vois, j'avais fait une première identité visuelle qui était coaching MMC, Mind Muscle Connection, parce que je trouvais que c'était un super concept. Ouais, ça parlait au coach, ça parlait pas du tout aux clients. C'était le Mind Muscle Connection. Bon, au final, voilà. Après, j'étais parti sur un truc plus terre à terre, tu vois, avec Ken Porcher, personal trainer, parce que du coup, au moins, c'était clair. Et c'est ça, c'est quoi le message que tu délivres, c'est quoi ta vision qui va faire que les gens vont venir vers toi. Parce que si aujourd'hui tu ouvres la page de 10 coachs, tu vois, 10 sites internet, le mien en premier, mon site internet que j'avais jusqu'à maintenant, kenporcher.ch, voilà, c'est mon nom, c'est mon prénom, il y a une photo de moi. Alors moi j'aime pas me dénuder sur les réseaux sociaux, donc je suis resté habillé, mais selon les coachs, t'en as qui sont à moitié à poil, d'autres qui sont complètement à poil. T'as une punchline bateau du style la mienne c'est ce qui vous paraît impossible aujourd'hui sera bientôt votre entraînement, ou mon objectif la réalisation des vôtres. Ouais, ok, mais au final en quoi ça crée quelque chose de fort sur lequel les gens peuvent s'identifier? Et du coup ouais, j'accompagne les coachs dans le développement de leur business et j'essaie de travailler sur ça avec eux. Enfin je travaille sur ça avec eux, créer une image forte et un message fort au-delà de je fais la promotion du sport et de la santé. Ce qui est le message de fond au final. Si tu fais pas ce message-là, si en fond t'as pas ce message-là, c'est chaud quand même. Bien, merci Ken de m'avoir rejoint pour parler de ce thème qui était la relation client. Merci Ben. Et je te souhaite vraiment tout de bon pour ton activité avec Fundamentals. Merci beaucoup. Je pense que si j'avais pu avoir un accélérateur comme ça au moment où j'ai décidé de devenir coach, ça m'aurait franchement aidé. Écoute, je te remercie aussi parce que nous on échange depuis un peu plus d'une année et ça c'est un truc important, je pense, à mon avis, à dire aux gens qui nous écoutent, c'est que tu as besoin de bien t'entourer. Tu vois, quand tu montes un business, tu as besoin de bien t'entourer. Et donc toi tu fais partie de l'entourage bienveillant que j'ai autour de moi, tu vois, avec ma femme, avec mes amis qui me soutiennent dans tous mes délires du style j'ai une idée, ouais vas-y ça va le faire. Et ça c'est hyper important. Ça montre aussi un truc qui est à mon avis essentiel dans notre métier. C'est pas parce qu'on est coach indépendant qu'on n'est pas collègue, tu vois. Alors nous on n'est pas dans la même région, donc forcément on n'a pas le même vivier de clients à disposition. Mais on n'est pas des compétiteurs, on est des collègues. On n'est pas des compétiteurs, même si tu avais ton studio à côté du mien, on n'est pas des compétiteurs, on est des collègues. Et il faut vraiment que nous, en tant que coach, on ait la volonté de rendre notre métier hyper professionnel, de professionnaliser très fortement notre métier. Parce que plus on aura une image professionnelle aux yeux du grand public, plus les gens auront envie de se faire coacher. Et quand je dis que l'important c'est de délivrer un message qui est fort, c'est qu'au final, si les personnes viennent vers toi, c'est parce que c'est toi avant tout, et pas tellement pour le contenu de ta séance. Et donc c'est là où
Tu vois, le fond, c'est la relation client qui est hyper importante. La compétition, elle existe seulement si tu mets rien de toi-même. Exact. Finalement, mais si tu mets de toi-même, les gens viennent. Les gens viennent vers toi parce que c'est toi. Pour Ken. Exactement. Ou pour Ben, ou pour coach X ou Y. Et c'est là l'importance de remettre le client au centre de ta réflexion, enfin de la réflexion. C'est pour créer cette relation qui est forte et qui va amener le client vers la réussite, peu importe le temps que ça va prendre. Merci Ken, on merci va s'arrêter Ben. sur ces mots. Yes. Et puis merci d'être venu encore Avec une fois. grand plaisir. Pour tous ceux qui nous écoutent, soit qui nous regardent sur YouTube ou qui nous retrouvent sur les plateformes de podcast, yes. On vous remercie d'avoir écouté cette première édition du podcast. Merci de Focus. beaucoup. Il y en aura plein qui vont venir. Et puis à bientôt. Ciao. À plus.